notre conférencier Philippe Pierre vous propose aujourd'hui d'appréhender et d'approfondir cette question passionnante du management de la diversité. Je vous souhaite un bon moment de partage et Monsieur Pierre, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je suis très heureux de répondre à l'invitation d'Axence. Je vous en remercie à nouveau. Et comme vous l'avez dit, écoutez, je suis content de pouvoir partager ce matin avec vous, avec vos équipes, sur cette thématique de la diversité et également, en fait, la question de l'interculturalité. Et vous sentirez chez moi, en fait, une réflexion autour de l'évolution du sens du travail également, et peut-être même le renouveau des modèles d'organisation. Alors quand avec les équipes, nous avons préparé cette prise de parole, qui à peu près 50 minutes, puis ensuite vraiment mon souci, ma volonté, mon souhait, c'est d'être avec vous dans un question-réponse. Je suis à votre entière disposition. Nous avons décidé en quelque sorte de faire émerger comme ça quelques notions fortes. Une notion que j'essaierai de définir avec vous, c'est quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, la notion de talent. Vous verrez que j'essaierai de donner de l'épaisseur à cette notion, et on y reviendra tout à l'heure. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un de différent, et là on est en lien direct avec ce que vous avez exprimé, madame, la diversité. Alors différent de qui ? Différent de moi quand j'ai la chance de pouvoir le rencontrer en recrutement, le rencontrer au cours d'une mobilité à l'intérieur de vos équipes. Différent, excellent. Un talent, pour moi, est quelqu'un d'intéressant s'il délivre du résultat. Ce n'est pas un potentiel. Il m'est arrivé dans ma carrière de DRH, vous l'avez dit, madame, j'ai travaillé près de 15 années chez L'Oréal, de rencontrer parfois des personnes qui étaient très différentes, mais qui ne parvenaient jamais à délivrer du résultat. Elle passait comme ça, éventuellement de marque en marque, d'entreprise en entreprise, sans jamais véritablement produire. Et c'est vrai aussi dans certains clubs de football ou de rugby, vous avez des gens qui peuvent cirer le banc, mais qui ne sont jamais sur le terrain pour délivrer des passes décisives ou marquer des buts. Ce sont d'éternels espoirs, en quelque sorte. Non, pour moi, un talent, c'est quelqu'un de différent et d'excellent. Et puis, j'ai ménagé le suspense, j'ajouterai encore une ou deux autres catégories fondamentales pour qu'on puisse, en fait, les identifier et, dans nos équipes, profiter de leur présence pour diversifier nos horizons. Alors vous verrez donc émerger quelques notions fortes, la notion de talent, et puis vous sentirez aussi, dans un deuxième temps de ma prise de parole, émerger les mots de loyauté, un modèle d'organisation qui est le mien depuis longtemps, j'en dis pas plus. Vous verrez émerger aussi la notion d'employabilité, qui est peut-être contradictoire du premier modèle ou complémentaire. Et puis, vous sentirez aussi dans mon propos l'utilisation de mots comme « slasher », personnes qui slashent, qui font des compartiments comme ça entre leur niveau d'engagement. Et puis, j'aurai certainement à cœur aussi d'utiliser la notion d'archipel. Voilà, ça sera, si vous en êtes d'accord, le deuxième temps de ma prise de parole. Je vous présenterai, par rapport à cette question de la diversité et l'évolution du sens du travail, je vous présenterai 5 modèles d'organisation, loyauté, employabilité, communauté de métier, entreprise plateforme, entreprise archipel, qui correspondent pour moi à l'évolution du sens du travail, certainement aux réalités d'Axence, j'en suis absolument convaincu, à mesure que l'organisation s'internationalise encore davantage, à mesure qu'elle intègre dans ses équipes des personnes venant, comme vous l'avez dit, madame, d'autres pays, d'autres âges, d'autres métiers, et à mesure aussi, en fait, que dans le quotidien de nos existences, eh bien, nous travaillons de plus en plus avec des personnes qui sont en équipe déspatialisée et on n'a pas toujours forcément la possibilité, en fait, d'être à leur côté en présentiel. Voilà. Et donc ça sera, si vous en êtes d'accord, le deuxième temps de ma conférence. Et puis, dans le jeu de questions-réponses aussi, à la fin de mon propos, je voudrais aussi essayer de vous donner quelques outils concrets, pratiques, opérationnels, managériaux. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai préparé avec vos équipes. Et je vais démarrer par une conviction chez moi. Par rapport à cette question de la diversité, c'est-à-dire travailler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, je vais partir en fait avec une conviction, c'est que nous sommes, je pense, en train de vivre une évolution de la centralité du travail dans nos vies. Moi, je viens, et ça sera certainement un lien, un pont avec la conférence de décembre sur l'intergénérationnel, moi, je viens en fait d'une éducation, je viens d'un parcours de vie où au centre de ma vie, de mon existence, il y a la famille, le travail, et tout tourne autour.
si je me caractérise de manière un peu rapide, je dirais que je suis l'homme du centre. Et dans ma perspective de vie, depuis tout petit, je suis orienté pour être dans l'effort, l'abnégation, le sens du devoir. Et je me souviens que quand je suis rentré chez L'Oréal, il y a quelques années, on m'avait dit « Philippe, ici, ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. 3 mois, c'est la période d'essai, 3 ans, c'est le premier job. Et si ça se passe bien, à ce moment-là, on m'accordera évidemment du crédit, mais en échange, je placerai au centre de mon existence le travail. » Ça, c'est tout à l'heure ce que je partagerai avec vous un peu plus précisément. C'est ce que j'appelle le modèle de la loyauté. On échange de la sécurité de destin. L'institution est capable de nous dire ce que nous allons devenir en échange d'une très forte implication. Ce modèle de la centralité du travail dans nos vies, il est métamorphosé, il est questionné par d'autres façons de voir. Et j'ai cette chance, parce que je vais le prendre positivement. Je crois que la diversité, c'est une promesse d'enrichissement. J'ai la chance de rencontrer dans ma vie, chez des jeunes, mais aussi chez des moins jeunes, des personnes qui n'ont pas un centre, elles ont plusieurs centres. Et là, ça va nous amener à la perspective de l'archipel. Alors, cet horizon du passage du centre à des centres, de la pyramide hiérarchique au réseau, peut-être même du « ou » au « et », vous allez sentir dans mon propos que c'est une aventure. C'est une aventure qui nous amène à quoi ? La diversité, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous, de mon point de vue, de nous étonner volontairement. C'est-à-dire de faire face à des personnes qui, de toute évidence, et ça me fera plaisir de partager ça avec vous plus en profondeur tout à l'heure, ne partagent pas notre rapport au temps, ne partagent pas a priori toujours notre rapport à l'espace, physique et symbolique, et ne partagent même peut-être pas non plus notre rapport à l'autorité. Le temps, c'est une science, en anthropologie sociale, on va l'appeler la chronémie, le rapport au temps, l'analyse culturelle du temps. Un délai, une astreinte, un retard seront perçus très très différemment selon les pays. Mon meilleur ami est africain, et quand je suis à ses côtés, il me dit toujours « Vous les Occidentaux, vous avez la montre, et nous, on a le temps ». Et donc on est dans cette perspective différente, et on peut se comprendre. Rapport au temps, rapport à l'espace, un tutoiement, un vouvoiement, saluer, ne pas saluer, regarder dans les yeux, ne pas regarder dans les yeux. Ça, ce sont des catégories essentielles de la compréhension de l'autre ou de son incompréhension. C'est aussi une science, ça s'appelle la proxémie. Ce soir, je compte sur vous à la maison, c'est 12 points. Si vous arrivez à glisser à la fois chronémie et proxémie, j'essaierai de vous offrir quelque chose. Troisième dimension, le rapport à l'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'enseignant à l'Université de Dauphine, j'anime un master sur 14 mois, sur la diversité, sur l'interculturel, me semble très intéressant quand on travaille avec quelqu'un de différent. Quel est son rapport au temps, finalement, et quel est le mien? Son rapport à l'espace physique et symbolique et son rapport à l'autorité. Alors ça va nous permettre de rentrer un peu plus profondément dans cette notion, dans la compréhension de cette notion de talent. Je vais prendre un ou deux exemples, à la fois comme DRH, mais aussi comme enseignant. Je vais peut-être partir de ce que j'ai connu il y a une bonne quinzaine d'années. Ce jour-là, j'étais fatigué. Je vous dis ça parce que quand il s'agit d'être un manager intégrant des différences, la dimension en fait de bonne forme, la dimension d'ouverture à l'autre est fondamentale. Et quand on est fatigué, on ne veut pas forcément s'étonner volontairement. On a plutôt tendance d'ailleurs à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Parce qu'on ne veut pas forcément sortir de sa zone de confort. Et ce jour-là, donc, j'étais dans mon bureau et j'avais, comme ça, dans mon agenda, un premier rendez-vous assez tôt le matin avec un candidat de 21 ans en marketing. Très bien. Je revenais d'un long voyage, j'avais a priori une vacance de poste et je me disais, il faut que je trouve quelqu'un. Et donc, ce garçon de 21 ans, que j'avais vu quelques minutes sur un forum de recrutement précédemment, rentre dans mon bureau et quand il est rentré dans mon bureau, face à la question de la centralité du travail dans nos vies et face à la question tout simplement de l'importance de l'engagement, quand il est rentré dans mon bureau, à l'époque, je me suis dit, il a drôlement de la chance de rentrer dans mon bureau. Oui, mais ça, c'était avant. Il s'est assis et au bout de 10 minutes, il m'a posé une question qui m'a amené à beaucoup réfléchir depuis et que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Il s'est assis, on a passé 10 minutes et il m'a demandé, et au début je me suis demandé si c'était vrai, si c'était vraiment quelque chose qu'il avait sur le cœur.
Il m'a demandé ceci: « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours ?» C'était la première fois en 108 ans chez L'Oréal qu'on avait la question. Au début, je dois vous en faire la confidence, j'ai cru que c'était une caméra cachée. Et d'ailleurs, je lui ai répondu ceci, parce que c'était tellement étonnant pour moi, tellement surprenant. Écoutez, Thomas, c'est le prénom de ce garçon. Écoutez, Thomas, ici, chez L'Oréal, on travaille 5 jours sur 7, et le 6e et le 7e, on réfléchit à ses produits. Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant. Ça ne l'a pas mis en situation, a priori, de co-construction, d'organisation apprenante, d'intelligence collective. Je vous en parle avec plaisir ce matin de cette situation parce que nous étions d'une certaine manière 2 étranges étrangers. Moi, à cette époque, j'accordais du crédit aux gens qui étaient dans mon viseur. J'étais rassuré par des êtres qui étaient sous les yeux et sous la main. Je vous en fais la confidence. À 18h30, vous m'auriez connu à l'époque. J'étais capable, en fait, de dire à quelqu'un « Tiens, tu prends ton après-midi ». C'est-à-dire que j'étais dans une culture du présentéisme. On peut l'expliquer, on peut comprendre pourquoi. Je plaçais au centre de mon existence le travail. Et je ne comprenais pas qu'on puisse faire autrement. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours? Ça a été pour moi, mais intérieurement, une vraie occasion d'étonnement volontaire. Le philosophe dirait « Cela vous a invité à vous casser les os de la tête ». Se casser les os de la tête, c'est-à-dire revisiter les catégories qui sont nôtres sur le temps, sur l'espace et sur l'autorité, sont à mon avis de belles promesses et de belles invitations. 5 minutes plus tard, ce garçon que je trouvais intéressant, mais étonnant, on continue la conversation, et 5 minutes plus tard, en fait, il me regarde à nouveau assez fixement. Je me dis, tiens, il va m'arriver quelque chose. Et il me demande, je vous jure que c'est vrai, « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal ?» Alors là, pour moi, c'était le coup de grâce. C'est ça que je veux partager avec vous. C'est ce moment que nous vivons, qui est un moment, je crois, passionnant, dans lequel nous allons, si on s'y prend bien, c'est-à-dire si nous nous entourons de gens qui, a priori, sont différents, sont des moments qui vont nous amener à nous étonner volontairement de ce qui est évident pour moi, mais n'est pas pour l'autre. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez vous? Je me souviens lui avoir répondu, écoutez Thomas, la plus grande salle de réunion chez nous s'appelle la salle de confrontation. Ça n'a toujours pas créé chez lui de désir agissant. Ça l'a toujours pas mis en situation de forte motivation. L'entretien, c'est à continuer. Je trouvais ce garçon, en fait, différent. À ce moment-là, rien ne me dit, en fait, qu'il est intéressant pour nos équipes, parce qu'à ce moment-là, c'est un potentiel. Un potentiel, c'est une capacité latente. Je ne sais pas. Et ça, je veux le partager aussi avec vous. En fait, on a besoin d'un temps long de l'évaluation pour identifier, mais surtout confirmer, quelqu'un qu'on pourrait appeler un talent, c'est-à-dire quelqu'un d'utile à nos organisations. Mais au début, je n'en sais rien, c'est un potentiel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit « Venez Thomas, on va marcher ensemble ». Et ça, je vous le dis aussi. Si vous voulez identifier, en fait, derrière des effets un peu de différence, une compétence réelle, je crois beaucoup à ça. Marcher avec un candidat, je trouve qu'en Europe, on ne marche pas assez avec nos candidats. Marcher avec nos candidats, ou à l'occasion d'un entretien assez exigeant, où la personne fait écho, en fait, de quelque chose d'important pour elle. Quand on marche avec quelqu'un, on passe de la convivialité à l'intimité. Et que la personne à côté de nous, en fait, nous dit des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'impression ou l'envie d'entendre. Et donc, avec ce garçon, je vous raconte ça très vite, mais avec ce garçon, on est allé marcher dans les couloirs et je voulais observer la façon dont il était ou pas. 3e caractéristique, généreux. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un de différent. Différent de qui? De nous. D'excellent, c'est-à-dire qu'il doit, pour moi, il est intéressant s'il délivre, c'est-à-dire s'il produit du résultat. Sinon, c'est un éternel espoir. Différent, excellent. Et 3e caractéristique que je vous propose, généreux. Généreux, ça veut dire que quand on est talentueux à mes yeux, on transmet dans l'organisation tour de main, bonne pratique et coup d'œil. On est dans ce qu'un de mes amis appelle d'une jolie formule, dans l'énergigramme. Peu importe le statut, peu importe le rang de la personne en face. Chez le talent, souvent, il y a une volonté de transmettre. Il y a même un art du questionnement, un bouillonnement intérieur, une curiosité qui amène à ce que la personne a envie d'être en relation. C'était le cas de Thomas.
Thomas, dans le bureau, en fait, je m'en apercevais, on marchait ensemble et du coup, j'avais l'impression de le découvrir. Et quand on a marché ensemble, en fait, on est allé dans un couloir d'une grande marque de luxe dont je m'occupais aussi, comme DRH, et la directrice marketing se rapproche de nous, je l'appréciais, et puis je pense qu'elle m'appréciait aussi, et on commence une conversation. Et là, en fait, j'étais en train de confirmer cette idée de talent parce que Thomas rentrait dans la conversation avec politesse, mais il était vivant. Un talent, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas laisser partir, ou en tout cas, si on le laisse partir, il faut toujours rester en lien avec lui pour continuer de créer de la valeur et entretenir le business. Alors, on converse. Marie-Paul, c'était le nom de cette directrice marketing. Je sens que Thomas a éveillé chez elle un intérêt, hein, c'est sûr, par son questionnement, à telle enseigne d'ailleurs qu'ils en arrivent à converser autour de la future campagne. Alors, je me dis quand même, rapport au temps, il va falloir quand même qu'on aille vers la fin de notre entretien. Et puis, je tire comme ça physiquement par la manche Thomas, et puis on va vers l'ascenseur. À ce moment-là, j'étais absolument pas du tout certain de recruter cette personne, ou en tout cas de lui faire une offre. Par contre, il y avait quelque chose de très positif dans la rencontre avec lui. Pendant l'entretien, j'étais sans cesse en train de me demander si c'était un bon candidat, un mauvais candidat pour nous. Ça, c'est bon signe. Si vous ne changez jamais d'avis en entretien de recrutement, c'est que vous faites des entretiens, et moi le premier, de confirmation. La gestion opportune de la diversité, c'est de travailler sur soi. Et ce n'est pas facile quand on est fatigué. C'est plus difficile quand on a vacances de poste, quand on a peu de candidats. Mais il faut fuir, je vais vous le dire comme ça avec passion, il faut fuir les entretiens d'exploration, il faut fuir les entretiens de confirmation et essayer de pratiquer des entretiens d'exploration. Et alors ça pourrait être aussi, je suis à votre service, une perspective peut-être tout à l'heure sur les questions et les réponses, parce que j'insiste là-dessus, ne faites pas confiance à ce que vous ressentez quand vous le ressentez. La bonne première impression est toujours la bonne. Forcément, c'est la nôtre. Mais le problème, c'est que les équipes qui vont être avec nous vont travailler avec d'autres personnes différentes de nous. Il convient donc, je vous propose ça, il convient d'explorer, c'est-à-dire de créer un espace de parole pour s'entendre dire quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. C'est ma définition de l'étonnement volontaire. C'est même peut-être ma définition de l'intégration des différences. Bien souvent, et moi le premier, j'ai tendance à m'entourer de gens qui me ressemblent et ça va très vite. La taille, le poids, une apparence physique, un vêtement, une façon de porter la voix. Et à ce moment-là, je me laisse aller dans un piège. Le piège du mimétisme et de l'entre-soi. Thomas, lui, ne m'emmenait pas a priori dans ce piège. Mais au début, je ne savais pas s'il était excellent. Alors je le raccompagne vers l'ascenseur. Et à ce moment-là, en fait, raccompagné vers l'ascenseur, on s'arrête, j'appuie pour tout simplement appeler l'ascenseur, et là, c'est lui qui me tire par la manche. À cette époque, je dois l'avouer, c'était rare quand un candidat ou une collaboratrice ou un collaborateur me tirait par la manche. Et à ce moment-là, il me dit « Si je viens chez vous », ça, je vous propose d'appeler ça avec moi le renversement de la présomption de compétence. C'est lui qui, d'une certaine manière, choisit de venir chez moi. Il y a comme un renversement de la structure hiérarchique. C'est ça dont je veux absolument parler avec vous, avec enthousiasme et passion, ce matin. Le renversement de la présomption de compétence, c'est une notion que j'emprunte à Michel Serres, qui vient de nous quitter. Mais pour moi, il est toujours là. Philosophe français, académicien français, Michel Serres, en fait, a cette formule qui structure mon propos. Le renversement de la présomption de compétence. Dans la société, dans nos organisations, au travail dans nos équipes, c'est de plus en plus à celui qui sait ou à celle qui sait de prouver à ceux qui apprennent qu'ils savent. Un médecin, un géologue, un chercheur en physique nucléaire, une infirmière, une aide-soignante. On est de plus en plus questionné, presque mis à l'épreuve sur la validité en fait de nos savoirs. Je vous propose d'appeler ça le renversement de la présomption de compétence. C'est au cœur de mon propos. Eh bien, ce renversement, moi, il m'a profondément marqué. Mais c'était il y a 15 ans. Et quand il me dit « si je viens chez vous », j'ai oublié de vous dire, il a ajouté « le mardi à 17h », alors moi, le mardi à 17h, c'était le milieu de l'après-midi pour moi. Hein. Le mardi à 17h, je fais de la calligraphie japonaise. Je me disais, mais quel est le rapport avec un entretien de recrutement ? J'étais l'homme du centre. Lui, il avait plusieurs vies à vivre et en même temps.
il nous amenait à une perspective de compréhension de la société en archipel. Le vendredi, me dit-il, une fois sur deux, je distribue des repas. J'étais en train de me dire, mais comment je vais expliquer à nos équipes en interne que ce garçon, de toute évidence, renouvelle les catégories de notre engagement et va perturber l'organisation. Au début, Thomas, il est différent et excellent. Qu'est-ce qu'il arrive en général, en tout cas, si je fais le pari de l'intégrer, ce que j'ai fait, vous le comprenez, qu'est-ce qui peut arriver aux personnes qui sont différentes et excellentes, si elles sont vraiment excellentes? Pensez à un joueur de football ou de rugby sur un terrain d'entraînement qui fait des gestes techniques très exigeants, mais qui les fait avec élégance et facilité. Eh bien, je vous propose ça. Un talent nous renvoie à notre incompétence consciente. C'est-à-dire qu'un talent, c'est quelqu'un qui augmente le niveau d'exigence dans nos équipes, et si on n'est pas forcément amené à s'ouvrir à ce pari, eh bien, ce qui arrive dans nos organisations, c'est qu'en général, et c'est vrai depuis peut-être la nuit des temps dans l'histoire de l'humanité, ne souhaitons pas toujours augmenter le niveau d'exigence. Étant parfois perturbé par le fait que le talent me renvoie à mon incompétence consciente, on va parfois avoir tendance à chasser le talent. C'est-à-dire qu'on le sacrifie et on le fait sortir du jeu. Et là, j'en appelle en fait à un autre philosophe français qui, comme Michel Serres, a acquis une stature internationale. C'est un homme qui s'appelle René Girard. Je ne sais pas si vous avez eu dans les mains un livre de René Girard, mais je vous en propose deux, et ça me fera très plaisir ensuite de vous donner l'essentiel des références bibliographiques. Le livre que je vous invite à lire, c'est un petit livre, court, profond, incisif, passionnant, sur cette notion de talent et de différence. C'est un livre qui s'appelle Le Bouc émissaire. Et le deuxième ouvrage de René Girard que je vous invite à lire, c'est un livre qui s'appelle La violence et le sacré. La violence et le sacré. Mais commencez par Le Bouc émissaire. Et dans Le Bouc émissaire, il y a cette réflexion très profonde qui consiste à penser que souvent, quand deux groupes humains se font face et mutuellement ont peur, pensez à un rapprochement, deux équipes, deux marques, au début on se renifle, on ne se connaît pas, on peut avoir peur, eh bien il arrive parfois en fait qu'on mette à mort un tiers, qu'on mette à mort une petite marque pour mieux fusionner, sans vraiment se connaître. La gestion des talents, c'est une gestion qui est exigeante, elle nécessite pour le dirigeant de protéger un talent. C'est-à-dire, de mon point de vue, de lutter contre l'égalitarisme. Qu'est-ce que c'est l'égalitarisme? C'est la tentation permanente, en fait, de niveler et de ne pas récompenser ceux qui sont méritants. On peut même penser que tout nous y porte. La mauvaise compréhension du code du travail, nos habitudes, c'est-à-dire qu'on n'accorde pas à quelqu'un quelque chose qu'il mérite parce qu'il a travaillé plus. Et donc, la gestion des talents, au sens où je l'entends, l'ouverture vers le plus, même plus que diversité, c'est lutter contre l'égalitarisme et favoriser l'équité. L'équité, je vous en propose une définition. C'est identifier dans nos équipes quelqu'un qui fait les choses de manière différente et excellente parce que ça profite à tous. C'est ça l'équité. Eh bien, ce que je crois, moi, c'est qu'il convient de protéger un talent. C'est pas facile de protéger un talent. Je vais prendre une illustration cinématographique. Est-ce que vous vous souvenez d'un film? Est-ce que vous avez eu la chance de voir un film qui s'appelle Billy Elliot? Vous l'avez vu, Billy Elliot, pour certains et certaines d'entre vous? J'aime beaucoup, en fait, prendre cette illustration. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, je vais retracer rapidement les choses. Billy est un jeune adolescent dans une banlieue minière, ouvrière, en Grande-Bretagne, et ce sont les années Thatcher, des années de confrontation. Et Billy, en fait, il est, on peut le dire comme ça, atypique. Il danse. Dans la rue, il danse. Alors, dans la rue, a priori, autour de lui, il y a peu de personnes qui dansent. Et quand il danse, il est excellent. Et puis, son papa, à la maison, a perdu son épouse, la grand-mère perd la tête, et son frère, en fait, est à côté de son père, mineur aussi. Et quand le père de Billy parle de Billy, on voit bien que Billy est différent. Billy est donc excellent, il est différent. Et ce qui se passe, c'est que Billy Elliot, à un moment donné, il exprime à son père sa volonté de continuer de danser. Et son papa lui dit « Non, Billy, tu feras de la boxe. Un homme, ça confronte, un homme, ça cogne et ça sait se défendre. » Là, je pense que c'est une belle illustration de ce que je veux partager avec vous. Si on s'arrête là, à ce moment du film, Billy est renvoyé à une trajectoire finalement assez prévisible, qui n'est pas une ouverture à une autre vie. Dans le film,
Qui transforme la vie de Billy Elliot? Bravo, bravo. La professeure de danse. La professeure de danse, en fait, est en management ce que nous appelons une femme ressource. Une femme ressource, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose à vous que vous ne voulez pas forcément entendre et qui a le courage de venir vous voir pour vous amener à vous étonner volontairement et à nous casser les os de la tête. Un manager, un dirigeant, c'est quelqu'un qui, autour de lui, doit sans cesse identifier, cartographier les réseaux sur lesquels il appuie son pouvoir et identifier les femmes et les hommes ressources. Le film, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais je vous invite vraiment, avec vos équipes même potentiellement, à voir ce film. C'est magnifique. Le film est bien fait parce que, d'un mot, le papa de Billy, qui est un homme bien, au fond de lui, c'est un homme bien, il a plutôt envie de confirmer, il ne pratique pas souvent les entretiens d'exploration. Il ne marche pas toujours beaucoup mais c'est un homme bien. Simplement, il est comme moi. C'est d'abord un effort, en fait, que d'affronter une différence qui, au début, nous inquiète. Un talent, je voudrais aussi vous dire ça, c'est quelqu'un qui nous prend du temps. Il est chronophage. Quand on a ouvert la porte à ce garçon, Thomas, dans nos équipes, il était sans arrêt en train de venir nous voir pour nous poser des questions. Si je m'y prends bien, là, vous avez un ou deux visages qui apparaissent, hein. Une ou deux personnes qui commencent à venir devant vous. Si vous n'avez personne devant vous, faites attention. C'est que vous n'êtes peut-être pas entouré de talents ou c'est que ces talents peuvent être à distance, mais je ne le crois pas du tout. Un talent, c'est quelqu'un de chronophage, c'est quelqu'un d'énergivore. Parce qu'en fait, quand ce garçon me demande « est-ce qu'on doit être là tous les jours? Est-ce qu'on s'amuse chez vous ?» En fait, ça me renvoie presque à l'idée que tous les matins, il m'arrivait en fait de venir au travail sans être passionné forcément par la matinée que j'allais vivre. Et donc, j'étais pris dans une forme de filet, d'automatisme. Et un talent, c'est quelqu'un qui vous percute dans vos convictions, dans le sens même de votre existence. Énergivore, chronophage. Si on n'a que ces deux caractéristiques, ce ne sont pas des talents, ce sont des gens qui vous font perdre du temps. Troisième caractéristique que je vous propose, ressourçant. Et le talent n'a pas d'âge. Rimbaud l'a perdu à 19 ans, son art poétique. Il n'avait plus de talent. Chateaubriand a écrit jusqu'à 74 ans. Claude Lévi-Strauss jusqu'à 99 ans. Le talent dépend de ce que Michel Serres appelle l'éducation de l'audace. Et ça me fait plaisir de vous le dire ce matin. La professeure de danse dans Billy Elliot, elle invite le papa de Billy à une éducation de l'audace, à ce qu'on pourrait appeler ensemble un environnement apprenant. C'est ça dont il s'agit. La diversité, c'est d'abord la création d'environnements apprenants avec des personnes qui, au début, nous percutent. Moi, je peux vous dire que ça m'a fait bizarre d'entendre ce garçon me demander s'il devait être là tous les jours, parce que ce n'était pas le temps du travail à distance ni du home office. Hein. Lui, il partait de l'idée, en fait, que les bonnes idées n'étaient pas dans nos bureaux. Il avait peut-être raison, mais on n'était pas fait comme ça. C'est quelqu'un, un talent d'énergivore, de chronophage et de ressourçant. Alors ça, c'était il y a 15 ans. Depuis, ce questionnement s'enrichit. Là, en ce moment, j'ai la chance, et je vous en remercie à nouveau, j'ai la chance d'être avec vous et vous m'accordez du crédit car vous êtes avec moi par la ligne du regard. Quand je rentre aujourd'hui dans un amphithéâtre, je n'ai pas la chance d'avoir Emmanuel, je n'ai pas la chance, madame, de vous avoir me témoignant cette confiance, je n'ai pas la chance, monsieur, d'être à vos côtés, je suis seul. Et en face de moi, j'ai des Thomas encore plus jeunes. Et là, ça fait le lien avec la conférence de décembre. C'est ça dont il va falloir, en fait, a priori, qu'on fasse pour faire créer des équipes véritablement diversifiées. Je rentre dans l'amphithéâtre et je pense souvent à vous parce que je me dis, les institutions, les entreprises publiques, privées, internationales, elles vont devoir faire rentrer dans leurs équipes des personnes qui vont les percuter dans le rapport au temps, dans le rapport à l'espace et dans le rapport à l'autorité. Je rentre et je leur dis « Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre ». À ce moment-là, j'ai personne qui me regarde. Ça fait drôle, hein. C'est-à-dire que s'étonner volontairement, c'est aussi un questionnement pour moi assez profond sur les normes de politesse, les rites d'interaction et la manière dont on crée le contact, évidemment. Ils sont tous sur leur tablette. Je leur dis, on va travailler ensemble, par exemple, sur la notion de talent. Lisez Michel Serres. Il y a 5-7 ans, ils tapaient mon nom, ils allaient voir les choses sur Google. Ça, c'est l'univers des mots. Il y a 2 ans, ils cliquaient « Images ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur « Vidéo ». Et là, ça me passionne. J'ai en face de moi quelqu'un qui est avec moi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps.
C'est un rapport que je vais vous proposer d'appeler un rapport au temps polychronique. Chronos le temps, poly plusieurs. Vous les voyez, ces êtres-là? Ils sont avec vous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Vous êtes à table et sous la table, en fait, petite poussette. Alors j'utilise cette expression parce que Michel Serres, dans un de ses derniers livres, qui s'appelle Petite poussette, que je vous recommande également très chaudement, fait état de cette montée en puissance de polychrone. Un polychrone, c'est quelqu'un qui est avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Pour moi, ça fait bizarre, parce que ça percute complètement mes réflexes culturels. Petite poussette, écrivez-le avec un C. Hein. Ce sont les gens qui changent de monde en changeant d'écran avec leurs pouces. Vous les voyez, ceux-là? Génération copier-coller, ils effleurent. Et ces personnes-là, elles vont faire la valeur de vos organisations, mais attention, si on n'accepte pas tout, si on crée un espace, on va dire un cadre, dans lequel, en fait, on puisse les rendre autonomes. Ils tapent mon nom et, en fait, ils tracent mon histoire de vie. Ça, je voudrais vous le proposer aussi. Puis après, ils m'accordent du crédit si j'existe ailleurs, posant des questions essentielles, renouvelant les catégories d'attractivité employeur, renouvelant, en fait, quelle est la communication qu'on a et qu'on donne pour rendre justice à ce qu'a Accence. Et puis, je ne les laisse pas faire. Sur la vidéo, je ne les laisse pas faire. Parce que je leur dis, vous savez, moi, je suis un vieux monsieur et je ne fonctionne pas comme vous. Je n'arriverai jamais, je pense, à les transformer en ce que je suis. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je ne deviendrai pas ce qu'ils sont. Je ne pense pas que ça soit nécessaire non plus. Mais en expliquant la manière dont je fonctionne, et notamment mon rapport au temps, à l'espace et à l'autorité, je leur propose en fait un cadre de compréhension pour créer une rencontre. C'est ça l'interculturalité. C'est ne pas vouloir transformer l'autre en chose, et la chose c'est moi, ne pas fuir et être à distance en vivant côte à côte, mais essayer de se transformer au contact de quelqu'un de différent. Pendant l'amphi, au début, en fait, dans mon cours, vous savez, pour moi, ça fait drôle hein, quand même. Hein. Parce que moi, quand j'étais jeune, je rentrais, enfin, le professeur rentrait, et en général, on se levait. Là, aujourd'hui, je rentre, j'ai personne qui me regarde, il tape mon nom sur Internet et il clique vidéo Philippe Pierre. Donc, vous les voyez, hein, ces jeunes-là. Hein. On a un travail à faire avec eux. Hein. Et pendant l'intervention, même, je vais vous proposer ça, je leur dis, lisez Michel Serres, Petite poussette. Le livre est sorti en 2014. Tout au fond de l'amphithéâtre, au dernier rang, une main se lève. Et à ce moment-là, j'entends « Philippe ». Alors ça, c'est la proxémie. C'est l'analyse, en fait, de la distance et de l'intimité. Pour moi, ça fait bizarre. « Philippe, c'est pas 2014, hein, c'est 2016 ». Et là, j'ai intérêt à replonger dans mes livres d'anthropologie pour comprendre. Si je me laisse aller à ce que je ressens quand je le ressens, je me dis ce sont vraiment des jeunes qui n'ont pas de politesse et d'éducation. En fait, non, ils ne veulent pas me coincer. Ce sont des personnes, nous disent Michel Serres, qui veulent co-construire une vérité avec des maillons d'une chaîne. Ça m'aide énormément à comprendre ce que je vais maintenant vous proposer de travailler avec moi, l'évolution des modèles d'organisation, c'est-à-dire le passage de la pyramide au réseau, du réseau à l'archipel. D'une certaine manière, en fait, une invitation à voir les limites d'un modèle hiérarchique vertical dont on ne comprend plus forcément toujours le sens. Je vous dis ça avec sourire ce matin, je suis content d'être avec vous. Mais enfin, ça fait drôle quand même. Parce qu'à la fin du cours, quelle est la question que ces jeunes me posent? Je vous la donne parce que pour moi, elle est étonnante. Elle est étonnante parce qu'elle perturbe mon mode de fonctionnement plus encore que Thomas. À la fin d'un cours, mes étudiants viennent me voir, je leur dis « vous vous mettez en file comme en Suisse hein. ». C'est-à-dire que moi, je suis monochrone dans les catégories. Monochrone. J'ai un rapport au temps séquentiel linéaire, une chose après l'autre, un projet après l'autre, monochrone. Eh bien, je leur dis « mettez-vous en file », et à ce moment-là, ils se mettent en file, ce qui est tout à fait agréable, avec le téléphone dans la main, quand même, il ne faut pas exagérer. Et la première question qu'ils me posent, par courtoisie, c'est « monsieur, alors, monsieur, c'est intéressant parce que dans l'amphi, c'est Philippe, mais quand ils viennent à moi, c'est monsieur. Où est-ce qu'on trouve votre cours ?» C'est une façon d'entrer en conversation. Et tout de suite après, une des questions qui émerge et qui, moi, vraiment m'interroge très puissamment sur l'homme que je suis, mais beaucoup plus intensément peut-être, en fait, les tabous, les interdits, ce que je mets de côté. Certains jeunes me demandent « Combien vous gagnez, monsieur ?» Je réponds toujours, en fait, la vérité, je réponds toujours individuellement. Mais jamais dans l'amphithéâtre, parce que mes étudiants m'enregistrent. Là, ce que je veux partager avec vous, c'est que mon statut d'enseignant est questionné, ma pédagogie l'est aussi. Si j'observe la façon dont ils travaillent, ils sont attentifs 20-25 minutes, puis après, il faut que je change de pédagogie. Donc,
C'est le rapport au temps qui est percuté, le rapport à l'intime, la structuration du raisonnement, la capacité à faire mémoire. Alors, tout irait bien si, d'une certaine manière, on voit émerger donc non seulement cette jeunesse, mais cette façon d'être au travail. Tout irait bien si on les intégrait en fait dans des structures qui, pour eux, ont pleinement du sens. Mais ce que je vais maintenant défendre, c'est que dans nos organisations, il va falloir qu'on mette en œuvre 5 modèles d'organisation qui sont complémentaires. Le mien, mon modèle à moi, il est très simple. Et je vais le défendre puisque c'est le mien. Si vous donnez le stylo à quelqu'un et vous lui dites « dessine-moi l'entreprise », la personne, en fait, va démarrer, et particulièrement dans les pays latins, elle va démarrer par une notion qui, pour elle, est évidente, la notion de cadre. Mais alors, la personne va me distinguer 2 types de cadres. Les cadres dirigeants, alors ceux-là, ils sont en état de lévitation, ils tutoient les étoiles en général, ils ont une place de parking plus proche de l'entrée, et ils sont même tellement importants qu'ils sont même parfois hors cadre ou hors catégorie. C'est-à-dire qu'on est tout là-haut. Et puis en dessous, vous pouvez avoir des cadres opérationnels. Caractéristique de ce premier modèle, que j'appelle de la loyauté, on est toute sa vie au-dessus ou en dessous. Dans ce modèle, quand on est petit, on nous demande, si on fait un peu d'études, on nous demande « Qu'est-ce que tu as fait comme études ?» Alors la personne peut dire « J'ai fait une école d'ingénieur ». Et tout de suite, en fait, en général, on nous demande « Oui, mais tu as fait quoi? Petite ou grande école ?» Ce modèle-là, le premier modèle, je vous propose de l'appeler avec moi le modèle de la loyauté. C'est un modèle dans lequel on va distinguer les cadres. Ensuite, vous avez quelque chose de très important et qui ne disparaît pas avec la nouvelle génération. Ça, c'est quelque chose aussi, si vous le souhaitez, qu'on pourra approfondir dans les questions-réponses. Le passage cadre. Dans ce modèle, c'est presque le passage de l'ombre à la lumière, d'ailleurs. J'ai travaillé il y a une dizaine de jours avec un laboratoire pharmaceutique qui a une expression, il parle de quadrillons. C'est des petits cadres, en fait, en pépinière. Les quadrillons. On parle parfois aussi d'assimilés cadres ou de cadres maison. Ce modèle distingue cadre, agent de maîtrise, ouvrier, si on est dans l'espace de production. Catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C. Noblesse, clergé, tiers état. Je vous propose ce pont-là. Un de mes collègues, Philippe Diribarne, D'-I-R-I-B-R-N-E, je vous donnerai l'ensemble des références bibliographiques, a écrit un grand livre sur une entreprise qui s'est métamorphosée, qui est Péchinet, entreprise d'aluminium. Et Philippe Diribarne a analysé en fait Péchinet en 3 pays, la France, les États-Unis et la Hollande. Son livre s'appelle « La logique de l'honneur ». Je vous le recommande très très chaudement. C'est la logique de l'honneur. Et Philippe Diribarne, avec ses équipes, le laboratoire de recherche au CNRS s'appelle Gestion et Société, vous trouvez sur Internet, nous dit, quand nous avons étudié la France, cadre, agent de maîtrise, ouvrier, nous avons vu émerger un système social influençant la manière de faire, qui renvoie à une première idée. En fait, la force de ce modèle de la loyauté, hiérarchique, pyramidale, c'est historiquement l'ascenseur social. Si on est de faibles conditions et qu'on a la chance par son courage, par l'école, par le progrès, l'éducation, eh bien normalement on a accès ensuite à une promotion. Dans ce modèle, l'ascenseur social est une valeur très très forte, méritocratique. Dans ce modèle, on ne parle pas d'argent. Je vous propose ça aussi. Alors ça fait écho pour moi. Quand j'étais DRH chez L'Oréal, je me souviens, je vais vous faire cette confidence, quand j'avais quelqu'un qui rentrait dans mon bureau et je sentais qu'il voulait vraiment parler d'argent, à ce moment-là, je lui offrais un café et je lui disais « T'inquiète pas, ça viendra ». C'est-à-dire que j'étais dans un rapport culturel à l'argent qui était tabou et interdit. On ne parlait pas des marchands du temple et des choses qu'on monnayait, il s'agissait d'être dans la vocation, d'éclairer le monde. D'ailleurs, je suis rentré chez L'Oréal, on m'a dit 3 choses, 3 mois, 3 ans, 30 ans, ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. Ensuite, on m'a dit, tu as de la chance. Dans le modèle hiérarchique vertical de la loyauté, on a de la chance, on a une vocation. D'ailleurs, on m'a dit, tu le vaux bien même, au bout de quelques semaines. C'est-à-dire que j'étais vraiment en situation de devoir rendre justice à tout ça. Et puis à la fin, je me souviens, et l'entreprise dont je vous parle, je l'apprécie beaucoup, puisque j'y ai passé de très belles années, on m'a dit, tu rentres dans les Nations Unies de la beauté. Alors je me suis dit, c'est incroyable ça. Nous éclairions le monde. Il y a derrière aussi, si on avait le temps ensemble, on partagerait ça, il y a derrière l'idée d'universel.
Nous portons la fée électricité, nous portons le progrès, et nous sommes convaincus de le porter. Ce modèle de la loyauté, où on ne parle pas d'argent, Philippe d'Iribarne le renvoie en arrière-fond historique à la centralisation du pouvoir de Rome dans le bassin méditerranéen. Le modèle du père. Et l'idée, en fait, qu'on se pose en s'opposant au père, à la centralisation du pouvoir. Je crois que c'est en lien avec l'évolution de notre société actuelle, au renversement de la présomption de compétence, à cette idée que le centre, j'accepte son influence, mais à la condition que je comprenne ce qu'il me demande. Dans le modèle de la loyauté, c'est le mien, le modèle de la loyauté. Je vais même le défendre parce que je crois qu'il est protecteur des destinées humaines au final des 5 modèles. C'est mon modèle, je suis fait comme ça. Mais c'est un modèle dans lequel, en fait, le rapport au temps, notamment, est séquentiel et linéaire. Je me souviens, pendant des années, je posais le pied par terre. Tout de suite, je me disais, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, Philippe, pour que ça se passe bien? J'étais monsieur to-do list. J'étais jamais fun et carpe diem. J'étais jamais dans le lâcher-prise. J'étais incapable, si je me laissais aller, d'accepter de quelqu'un me demande est-ce qu'on s'amuse chez vous. Au centre de mon univers, il y avait l'effort, l'abnégation, le sens du devoir. On domestique la nature, on construit des ouvrages d'art magnifiques, on est dans une forme de rationalisation occidentale quand on est dans ce modèle de la loyauté. Ce modèle a sa force, et puis on voit bien aujourd'hui que ce modèle, il est percuté par des petits Thomas, et puis il est percuté même par des personnes qui n'ont pas l'âge de Thomas. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pour ça que je ne suis pas Y-écologue. Y-écologue, c'est quelqu'un qui dit, regardez ces jeunes, ils vont nous amener en fait à changer complètement ce modèle. Je crois le contraire. Le management de la diversité, c'est la diversité d'abord de son management. Une entreprise comme Axence, une société comme la société française, c'est ma conviction, je peux me tromper, va devoir faire coexister les formes de motivation et la manière d'être au travail, de plus en plus différentes. Il n'y a pas de génération Y. Si vous le souhaitez, on pourra en parler ensemble dans les questions-réponses. Il y a d'abord, pour chacune et chacune d'entre nous, une nécessité de s'étonner volontairement par rapport à nos catégories. Premier modèle, la loyauté. Alors je vous donnerai ça me fera plaisir, je vous donnerai ça aussi dans mon support. J'ai mis des petits drapeaux parce que Philippe d'Iribarne, ce sociologue français, nous y invite. Premier modèle hiérarchique pyramidal, le modèle du père. On est plutôt dans une perspective latine. Deuxième modèle d'organisation, l'employabilité. Alors, un point important. Dans le premier modèle, si ça se passe bien, il n'y a aucune raison que tu partes de l'institution qui t'emploie. Non, parce que tu vas être reconnu et puis surtout, tu vas acquérir des compétences professionnelles qui te sont utiles. Deuxième modèle d'organisation, l'employabilité. Je vais vous livrer quelque chose. J'ai un ami proche qui, un jour, a vu son papa revenir à la maison à 18h10, et nous avons le même âge aujourd'hui, et son père rentre à la maison, et lui était avec sa maman chez eux. Son papa rentre, et il rentrait vers 18h, 18h10, il était en mauvaise forme. Il s'assoit, et à ce moment-là, mon ami me le raconte de temps en temps, et il sait que je travaille sur les modèles d'organisation et sur l'évolution du sens du travail. Il me dit, mon papa nous a dit, je suis en pré-retraite. Il avait 54 ans et 6 mois. Il n'a jamais retrouvé de travail. Ce jour-là, en fait, cet homme a changé de regard sur la société. Il s'est dit, les organisations n'ont pas de mémoire, ce sont les femmes et les hommes qui en ont. Mais les femmes et les hommes sont de passage. Et il a basculé dans ce que je vais vous proposer d'appeler le modèle de l'employabilité. Dans le modèle de l'employabilité, le chef devient manager. L'argent, on en parle. Et on parle d'individualisation des rémunérations. Et on va essayer, en fait, de contractualiser, en fait, son engagement. Si le premier modèle est plutôt latin, le deuxième modèle d'organisation est plutôt anglo-saxon. Et c'est pour ça, ici, que ça me fait plaisir de partager ça aussi avec vous. J'ai mis les petits drapeaux parce que Philippe d'Iribarne, dans son livre « La logique de l'honneur », nous dit « Le modèle de l'employabilité, notamment en France, a émergé dans les années 80-90. » Alors, pour les plus anciens ici, vous vous souvenez peut-être, c'est le moment où on nous a dit il faut être mobile. Il faut être mobile géographiquement. Moi, je me souviens très bien. On me disait, si tu veux faire carrière, il faudra être mobile. Géographiquement. Il faut être mobile professionnellement. J'entends très bien dans les années 90-2000, le moment où on nous a dit, si on veut faire carrière longtemps, on aura plusieurs métiers, il faudra se former tout au long de la vie, ce qui est assez juste. Et puis dans ce modèle, on est mobile familialement. Alors il ne s'agit pas d'avoir un archipel sentimental forcément, mais on est mobile familialement au sens où on est multirésidentiel. Alors vous avez certainement dans vos équipes de plus en plus de personnes qui travaillent avec vous la semaine et qui retrouvent leur conjoint ou leur famille le week-end.
mobilité géographique, mobilité professionnelle, mobilité familiale. Et dans le deuxième modèle d'organisation de l'employabilité, on négocie âprement sa rémunération presque tout de suite. Moi, là, je vous le dis avec distance, et puis je vous le dis avec sérénité. Mais la première fois où j'ai intégré dans mon bureau, quand j'étais DRH, des personnes qui, assez tôt, assez vite, négociaient avec moi le package, voulaient contractualiser leur engagement, individualiser fortement leur rémunération, eh bien, je devais faire preuve d'étonnement volontaire et je devais me casser les os de la tête. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout câblé pour l'entendre. C'est ça dont il s'agit. Ce que je défends, en fait, c'est que ce n'est pas un modèle hiérarchique pyramidal qui bascule dans autre chose. Non, non, non. C'est la coexistence des choses. Premier modèle, le modèle du pair. Deuxième modèle, le modèle des pairs. P-A-I-R-S. Qui fait ta carrière dans le deuxième modèle? D'abord, en fait, la résistance de notre corps. Tant que notre corps résiste à la mobilité, nous faisons carrière. Les chasseurs de tête, les réseaux d'anciens. Et donc, dans le deuxième modèle, et je le vois notamment avec mes jeunes étudiants, ils l'ont intégré ça. Dans le deuxième modèle d'organisation, eh bien, on est sans cesse à co-construire une vérité avec des maillons d'une chaîne. Il y a quelque temps, si un cours était réussi ou si une intervention était réussie, j'avais des notes. C'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, quand un cours est réussi avec mes étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient sur LinkedIn, sur NEMS, sur d'autres réseaux sociaux, une invitation pour être ce que je vous propose d'appeler le maillon d'une chaîne. Michel Serres a toujours des formules plus belles, il parle d'aimant à opportunité. Et moi, j'ai des formules moins belles, je dis vous êtes des carnets et je suis un carnet d'adresses sur pattes. C'est-à-dire qu'on fait face à une jeunesse qui, moi, me passionne et qui a besoin de nous, pour qu'on passe avec elle de l'information, du creux de la main à la connaissance. Et on ne peut le faire qu'ensemble. Mais ce passage de l'information à la connaissance, c'est aussi un changement, mais pour moi, puissant dans les attentes que nous avons vis-à-vis du travail, les formes d'organisation vécues, et puis le management, est-il intégrant ou pas? Deuxième modèle, j'en dis pas plus, et je suis à votre entière disposition là dans quelques minutes pour qu'on puisse suivre la réflexion, mais l'employabilité. Troisième modèle d'organisation, nous y réfléchissons avec mes équipes et mes collègues. Cette photo, alors cette photo, elle a fait le tour du monde, elle est un peu ancienne, hein. On est en Suisse. Et quand je vois cette photo, on est dans un des sièges de Google. On est en Suisse, à Zurich. Le troisième modèle d'organisation, je vous propose de l'appeler avec moi la communauté de métier. Si dans le premier modèle, c'est le chef qui fait ta carrière, si le chef a la puissance de parler de toi au chef du chef, tu fais carrière. Loyauté. Dans le deuxième, les chasseurs de tête, les réseaux d'anciens. Et ta mobilité. Dans le troisième, là, alors je pense à des sociétés comme Google, Apple, Facebook, peut-être aussi certains cabinets d'avocats quand ils ont atteint une certaine taille internationale, ce qui est assez rare, cabinets d'architecture, Cirque du Soleil, Imaginaire, retenez ça parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous, Imaginaire de la troupe. Eh bien, dans le troisième modèle, ce qui fait ta carrière, c'est quoi? C'est d'être identifié comme un talent dans un réseau professionnel pour faire carrière. C'est ce qu'un de mes amis à l'ESSEC appelle le modèle de la diva d'opéra. Qu'est-ce qui fait la carrière d'une grande diva d'opéra? Ça peut être le public, ça peut être un agent. Dans le troisième modèle, en fait, on est suivi par des agents. Ça peut être une autre grande diva qui a le soin, le souci de t'apporter en fait des tours de main. Mais le plus important, nous disent collègues, c'est que dans ce troisième modèle d'organisation, la communauté de métier, il faut être identifié par un talent, par qui? Par un critique. Et là, quand je vous livre ça, c'est comme si on retraçait ensemble l'histoire du capitalisme contemporain. Aujourd'hui, les deux premiers modèles, la loyauté, l'employabilité, peuvent être percutés en fait par les influenceurs, des personnes qui ont un pouvoir critique. Alors autrefois, c'était un pouvoir physique de quelqu'un qui est en gastronomie, dans l'univers du vin par exemple. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup influencé, parfois même l'homogénéisation des goûts. C'est un homme qui s'appelle Robert Parker, qui est œnologue, et qui a créé un guide qui est devenu mondialement apprécié, mais avec toujours en fait la face sombre de la conquête, l'uniformisation derrière. Mais pour autant, cet homme, il a un pouvoir d'influence caractéristique du troisième modèle, la communauté de métier. Or aujourd'hui, et nous le voyons, nous, en management, dans les perspectives, notamment ressources humaines, on va avoir des candidats, quand ils rentrent dans votre bureau, bien sûr qu'ils sont allés tracer votre histoire de vie. Bien sûr qu'ils sont allés voir quelle est la qualité du climat social chez Accence.
Mais de plus en plus vont être les candidats qui vont aller sur des sites comme glassdoor.com, GLA2SDOOR, pour regarder en fait ce que disent les anciens collaborateurs et collaboratrices d'Axence sur nous. Là, vous êtes dans ce que je vous propose d'appeler avec moi une économie de la réputation. Il y a quelque temps, on avait des personnes physiques qui étaient influenceurs. Aujourd'hui, ce sont les communautés de clients ou les communautés d'anciens dont il faut s'occuper qui vont déterminer notre valeur. Pensons à un hôtel. En quelques années, les systèmes de réservation, l'attractivité de l'hôtel a complètement basculé du premier modèle de la loyauté à ce modèle de la communauté de métier. Alors là, j'aime beaucoup cette photo parce que cette photo, en fait, vous avez beaucoup d'éléments de mon propos. Regardez au premier rang, en fait, ce jeune-là. Il a un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 ou 5 écrans dans la poche. Il est polychrone. Polychrone, il est avec toi, mais sans cesse avec quelqu'un d'autre en même temps. Là, sur le côté, là, vous avez à gauche, vous avez un jeune avec un casque. Eh bien ça, quand je suis sur des chantiers de travaux publics, quand je suis dans des centrales logistiques, quand je suis dans des univers de production, il m'arrive d'entendre de la part d'anciens, mais pas seulement d'anciens, on est en train de changer d'époque, Philippe. Notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, notre rapport à l'autorité est en train de se métamorphoser. Là, on est typiquement dans quelque chose qu'on voit émerger, qui est une demande parfois. Et puis, d'un mot, dans le premier modèle, qu'est-ce que vous avez sur votre bureau? Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est dans le modèle proto-historique, vous avez la photo du patron au mur. Ça, c'est avant même le premier modèle. Dans le premier modèle, vous avez la photo de votre famille que vous orientez en fonction de l'interlocuteur. Dans le deuxième, vous l'avez sur l'ordinateur. Dans le troisième, là, vous avez les petits canards ici. Ça, c'est quelque chose que j'appelle dans mes travaux la distance sarcastique. On est au travail, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de montrer qu'on est dans du fun, dans de la distraction. Alors j'ai pris cette photo qui est incroyable quand même. C'est une vraie photo, je lui souhaite une bonne arrivée à cette jeune femme. Vous avez cette photo-là aussi qui pour moi est intéressante de l'évolution du sens du travail. Dans ce troisième modèle d'organisation, la communauté de métier, on imbrique le hors-travail dans le travail. Alors très concrètement, ce sont des questions qu'on se pose en production. Est-ce que j'autorise le portable dans mes équipes? Et si je l'autorise, comment je l'autorise? Donc là, on l'autorise et puis on imbrique. Et puis je vous propose ça aussi, une photo qui pour moi est complètement folle. Je vous laisse imaginer dans le premier modèle de la loyauté la discussion en CHSCT sur l'achat de neige artificielle et tête de caribou. On est vraiment dans quelque chose qui, moi, m'amène à l'étonnement volontaire. Là, je vais prendre parti un petit peu, une seconde, et en tant que sociologue, j'ai toujours été intéressé par une distinction qu'on doit faire entre ce qu'une entreprise affiche, ce qu'on pourrait appeler le discours qu'elle produit sur elle-même, la manière, deuxième niveau, dont les gens travaillent réellement, et le troisième niveau est le plus important, le ressenti et le vécu. J'insiste avec vous là-dessus. Dans ce type d'organisation, me semble-t-il, mais ça c'est mon regard évidemment d'un homme un peu âgé, il y a un écart énorme entre la promesse du fun et du carpe diem, l'âpreté à mon avis et la compétition en interne dans les équipes, et le troisième niveau, le ressenti et le vécu, ce que l'on pense vraiment. Mais pour autant, dans ce troisième modèle d'organisation, on identifie des talents. Très important, caractéristique du troisième modèle, dans le premier on est salarié, dans le deuxième on est salarié. Dans le troisième, si ça se passe bien, qu'est-ce qu'on devient? Entrepreneur et actionnaire. Salarié, entrepreneur et actionnaire. C'est-à-dire qu'on participe d'un collectif humain en étant, espérons-le, talentueux, avec un surinvestissement professionnel de tous les instants. On retrouve pour moi le modèle du centre et la dérive potentielle du modèle du centre. Et pour moi, d'un mot, se pose la question du temps libre. Est-ce que dans ce troisième modèle, il y a un peu de temps libre? Mais surtout, est-ce que ceux qui y travaillent ont du temps libéré psychologiquement? Et là, il y a des vraies questions avec mes étudiants, il y a des vraies questions avec mes collègues. Et pour simplement lever une de ces questions, j'aime beaucoup vous montrer cette photo. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? C'est un caisson de ressourcement. C'est-à-dire que pendant les heures de travail, mais de quoi parles-tu, Philippe, dans tes heures de travail? Tu as un rapport au temps un peu étrange, mon garçon. Pendant les heures de travail, en fait, il y a des espaces comme ça dans lesquels on peut aller pour écouter de la musique, lire des films ou se reposer. Quand je montre ça à mes étudiants, ils sont chouettes parce qu'ils jouent aux jeunes et je joue à l'ancien. Ils jouent à ceux qui sont fascinés, c'est intéressant, et moi je joue à celui qui fustige le modèle. En fait, ils me rassurent parce qu'ils me disent « Mais vous savez, Philippe, dans ce type d'organisation, c'est très âpre, c'est très concurrentiel.
On va y aller, mais on essaiera de faire beaucoup d'argent pour ensuite faire toute autre chose. Troisième modèle, la communauté de métiers. Je vous donnerai évidemment ça, caractérisation de ces modèles, et je le ferai avec grand plaisir. Il y a quelques temps, troisième modèle, hein, Google, Apple, Facebook, hein, vous aviez en fait sur l'écran mondial d'Apple, au moment du décès de Steve Jobs, vous avez eu cette photo. Et j'offre un livre maintenant à la personne qui va me donner la bonne réponse. Quel est le personnage historique, quand il est décédé, après Steve Jobs, que les équipes d'Apple ont placé 3 semaines comme un de leurs fondateurs à l'écran? C'est pour moi quelqu'un, vous voyez bien, hein, passage de la pyramide au réseau, passage du ou au et. C'est pour moi, Florence, vous pouvez participer aussi. Mais Florence, je crois qu'elle a la réponse, parce qu'on en a parlé. C'est quelqu'un qui, pour moi, mais dans mon référentiel de sens, c'est-à-dire dans ma manière d'appréhender le réel, est une figure d'émancipation politique forte. Quelqu'un qui a porté le progrès, qui nous a amenés à une humanité plus éclairée. Ah ben moi, je vais vous offrir un livre. Hein. Je vous aide. C'est quelqu'un qui est plutôt au sud. Ah, j'ai entendu... Bravo. C'est pas Kofi Annan, mais c'est une excellente, ça aurait pu être une excellente réponse parce qu'il aurait pu aussi être choisi par Apple. C'est Nelson Mandela. Et d'ailleurs, pour en donner la démonstration, vous l'avez ici. Nelson Mandela. Pour moi, Nelson Mandela, c'est quelqu'un de beaucoup plus important que Steve Jobs. Mais ce qui m'intéresse énormément chez mes étudiants, c'est qu'ils n'ont pas le même propos. Ils me disent, dans l'histoire de l'humanité, la personne qui a le plus transformé nos comportements, nos attitudes, en structuration du raisonnement, capacité à faire mémoire, c'est plutôt des personnes comme Steve Jobs. Alors là, vous voyez, on a 2 conceptions du monde. Moi, je suis plutôt, par tradition, par éducation, par conviction peut-être, l'homme de la pyramide hiérarchique, et je vais même ajouter ça. Je suis même plutôt l'homme du « ou ». Quand j'étais jeune, on me demandait « Philippe, qu'est-ce que tu aimes en musique ?» Alors je disais « J'aime les Beatles. » Ah bon? Tout de suite, la question était « Tu n'aimes pas les Stones ?» C'est-à-dire que quand j'ai grandi dans une société, j'ai grandi dans un univers du travail où on se posait en s'opposant, nous et les autres. Et on inventait même des ennemis pour pouvoir mieux savoir ce que nous étions en interne. Même d'ailleurs, quand je disais les Beatles, la question était souvent « Mais tu préfères qui, Lennon ou McCartney ?» Alors moi, j'étais un petit peu taquin, je disais George Harrison, ce qui n'était pas vrai parce que je préférais McCartney. Quand j'étais jeune, on était ça ou ça. Je vais même vous faire une confidence. La conférence est enregistrée, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir de vous livrer. Quand j'étais jeune, en fait, il m'est arrivé de défiler de Bastille à Nation, 2 places parisiennes, pour lutter contre le capitalisme. Bon, après, je suis rentré chez d'abord Total et L'Oréal, faut pas déconner, mais en tout cas, j'avais fondamentalement ça chevillé au corps. Et je l'ai toujours, bien évidemment. On est toujours plus que ce que les autres nous disent que nous sommes. Toujours. Et donc, nous sommes tous des êtres bricolés, pluriels. Mais nous défilions, et à ce moment-là, moi, j'avais la conviction qu'il fallait faire advenir un autre monde. J'avais la conviction que ce capitalisme-là, il fallait le réinventer. Fort bien. Là, on est dans un monde du « ou ». On est nous et les autres. Aujourd'hui, vous avez certains jeunes que j'observe. Ils ont a priori les mêmes convictions politiques que les miennes à 18-19 ans. La même énergie, le même enthousiasme. Mais un point de différence avec moi, c'est qu'il peut leur arriver d'avoir des chaussures de sport d'une franchise américaine à 370 € au pied. Et là, tout en fustigeant le capitalisme et en voulant en fait une transformation de la société. Là, si je prends les choses comme ça, première posture, monoculturelle. Je condamne, je mets de côté, mon système est le bon, je ne veux pas te connaître. Deuxième posture, multiculturelle. On vit côte à côte, on ne se connaît pas, tu restes avec tes chaussures et tes convictions, je reste avec l'unicité de mon personnage, et à ce moment-là, on ira plus tard, plus loin, partager ce que nous sommes. En fait, ces êtres qui portent des baskets de franchise américaine à 370 € et qui fustigent dans le même temps l'économie capitaliste, Michel Serres m'aide. Michel Serres m'aide dans son avant-dernier livre. C'était mieux avant. Et je vous le recommande tout autant que Petite poussette de tout à l'heure. Ce sont des petits ouvrages courts et incisifs, formidables, très très profonds. Et il m'aide parce qu'il me dit, ou il m'amène à comprendre,
Moi, je suis l'homme du ou, je suis l'homme plutôt hiérarchique, pyramidal. Quand je pose une équation, il y a un résultat. Autour de nous, il va y avoir de plus en plus en germe des personnes qui sont dans le « et ». Elles font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Et tout à l'heure, on évoquait ça, elles sont polychrones, par exemple. Elles sont avec toi, toujours avec quelqu'un d'autre en même temps, et il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Et ça, je le vois chez ces jeunes qui portent ces chaussures et qui sont chouettes aussi. Ils ne sont pas moins bien que moi. Ils ont les amis de la rue dans laquelle on vit. Les amis du premier site internet sur lequel ils vont souvent. Deuxième pont. Les amis du jeu en ligne, en guilde, en troupe, communauté de métier, sur lequel ceux qui les pilotent et les dirigent dans le jeu sont plus jeunes qu'eux. Pour moi, ce n'est pas possible. J'ai eu dans ma carrière que des personnes plus âgées, et souvent d'ailleurs des hommes. Le premier sport qu'ils font, moi quand j'étais jeune, j'en faisais qu'un, dans la cour de mon immeuble, du football. Et j'ai fait du football 8 ans, un seul sport. Où eux, ils ont un sport, un autre en même temps, et éventuellement un troisième. Ça, c'est ce que je vous propose d'appeler, en fait, le surgissement d'un horizon d'archipel. Le passage du ou au et, de la pyramide à autre chose. Ça percute notre rapport au temps, ça percute notre rapport à l'espace physique et symbolique. Monsieur, combien vous gagnez? Ça, c'est une percussion très forte. Et ça percute aussi, et c'est un point positif, ça nous amène à renouveler nos organisations. Alors, ce passage-là de l'archipel, moi, je suis l'homme de la cohérence. Il y a une équation, il y a un résultat. Et Michel Serres a cette expression que je trouve très belle. Il dit « ce sont des êtres de congruence ». Peut-être même, en fait, de contradiction apparente. On pourrait aller vers la figure de l'oxymore. Pour moi, c'est incompréhensible, mais pour eux, si. Ce sont des gens, en fait, qui veulent d'abord avoir du plaisir, de l'émotion, et ensuite viendra le temps de la raison. Alors ça, ce que je partage là avec vous, en fait, ça se dessine aussi dans les modèles d'organisation. Et on le voit bien, 4e modèle d'organisation, et puis je vais avoir le plaisir de partager avec vous quelques temps en questions-réponses, mais l'entreprise plateforme, ça c'est mon 4e modèle. L'entreprise plateforme, c'est, pour être très rapide, Uber, TripAdvisor, Airbnb. C'est un logiciel de mise en relation. Et on voit bien comment les 3 premiers modèles sont percutés par cette entreprise plateforme. 4e perspective, l'archipel. Je vais prendre un exemple. Il y a quelque temps, au sortir de l'hiver, je vais vous dire ça comme ça, j'ai un expert comptable avec qui je travaille depuis quelque temps et qui me dit « Philippe, tu sais que j'ai 61 ans, j'ai envie de transmettre mon cabinet. » Et son cabinet est présent à Paris, sur la région centre et dans le Maine-et-Loire. C'est un très beau cabinet. Et ce monsieur, en fait, me dit « Je connais ton anecdote de Thomas. Je t'ai déjà entendu sur Thomas. Mais je vais te bluffer. Je vais te raconter quelque chose qui est encore plus fort que Thomas. » Alors je l'écoute et il me dit « La semaine dernière, j'ai reçu dans mon bureau un expert comptable qui débute, 28-29 ans. Ce monsieur, vraiment, a un enthousiasme par rapport à son métier. Le jeune rentre dans son bureau et au bout de 20 minutes d'entretien, le jeune expert comptable exprime à l'ancien « Je vais venir chez vous, mais je vais venir lundi, mardi, mercredi. Et vous pouvez compter sur moi, je serai à 110%. » Alors, le monsieur de 61 ans se dit « Il veut venir à temps partiel ?» Ah non, 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 pas du tout. Le jeune expert comptable ajoute « Le jeudi, vous ne le savez pas, monsieur, mais une de mes passions, enchevêtrement des sphères. Comme quand Thomas me dit qu'à 17h30, le mardi, il fait de la calligraphie japonaise. Moi, je suis l'homme qui fuit l'enchevêtrement des sphères. Là, en face de lui, il y a quelqu'un qui enchevêtre les sphères, qui imbrique les choses. Le jeudi, je fais de la sculpture, je forme des jeunes, et c'est une deuxième source de rémunération. Ça ne lui dit pas, mais c'est moi qui l'interprète. Et le vendredi, je suis dans une chorale, et j'ai la chance de transmettre dans cette chorale la passion qui est la mienne. Là, vous avez la montée en puissance de ce qu'on va appeler ensemble le modèle de l'archipel, les slasheurs. Et autour de nous, on voit monter ces attentes-là. Ce sont des personnes qui font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Ce sont des personnes qui sont dans la figure du « et qui, non pas fustigent le « ou », mais c'est comme ça que je vais conclure, nous amènent à s'étonner volontairement pour imbriquer les modèles. Et imbriquer les modèles, pour moi, c'est des choses simples. Par exemple, quand quelqu'un de différent rentre dans votre équipe, faites-lui faire une note d'étonnement avec des images. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous? Pas avec des mots. Les mots, c'est bien, mais c'est comme à l'école. Avec les images, c'est beaucoup plus puissant.
Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous? Vous lui laissez une journée, 2 journées, la personne va avoir le plaisir de découper des magazines, d'aller sur Internet, parce que c'est ça dont il s'agit. Leurs univers sont en présentiel et en distanciel, et ensuite, vous accueillez. Et là, vous créez un espace de parole pour vous entendre dire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Je le faisais beaucoup quand j'étais DRH. J'aime beaucoup ça. Je me souviens notamment d'une jeune femme espagnole, non, je m'exprime mal, catalane, c'est pas la même chose, qui m'avait dit, en fait, elle m'avait montré la première image de la note d'étonnement. C'était un ordinateur Macintosh des années 82-83. Vous vous souvenez, ces ordinateurs assez hauts, là. Elle m'avait dit, ça, tu sais, c'est le sentiment que j'ai depuis 3 semaines au siège. Alors je me dis, mais de quoi me parle-t-elle? Et à ce moment-là, j'avais réussi à créer un espace dans lequel il y avait un écart entre ce qu'on affiche, ce que les gens font, mais le 3e étage est le plus important, ce que les gens ressentent et vivent. Elle m'avait dit, l'entreprise est assez forte pour communiquer à l'extérieur sur on est technophile, on est à la page, mais moi, il faut que je te dise, ça fait 3 semaines que je suis là, j'ai ni login ni password. Premier point de ma note d'étonnement. La diversité, c'est la nécessité de créer ces espaces de parole pour intégrer dans nos équipes des gens différents. Premier outil, je veux aussi vous donner ça. Premier outil, la note d'étonnement en image. Faites-le à chaud et à froid. À froid, c'est 4 mois plus tard. Et le deuxième outil, si un jour un talent vous quitte, excellent, différent, généreux, demandez-lui 15 jours avant la sortie, quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire, moi, manager, pour qu'on travaille mieux ensemble. Et là, vous êtes dans cette forme de courage, en situation absolument nécessaire. Et vous calez dans votre agenda, on va dire 15 jours plus... Non, on va dire 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, vous calez dans votre agenda une visio, un Skype, un entretien téléphonique. Et vous lui reposez la question. Vous serez triplement gagnant. La première, vous enverrez dans l'organisation le signe que ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Que les gens qui ont contribué chez nous, ils comptent toujours. On n'a pas fermé la porte. Ils n'ont pas trahi la famille. Ils sont toujours en lien dans l'archipel de relations. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Hein. Passer du « ou » au « et ». Et puis la personne, si on s'y prend bien, elle est dans l'énergigramme parce qu'elle est talentueuse. Je vais prendre le cas le meilleur. Elle est excellente, différente et généreuse. Et comme elle est dans l'énergigramme, en fait, les équipes qui sont toujours avec vous, vous avez remarqué ça? Un talent, c'est quelqu'un qui continue d'être apprécié par les gens qui sont avec nous, parce qu'il a transmis, il a été généreux. Les équipes vont savoir que vous avez posé cette question, c'est un signe favorable. Et 3e gain, si vous y prenez bien, vous gagnez en dépenses de chasse de tête et en dépenses de recrutement. Elle va vous donner 2 noms de personnes qui pourraient très bien réussir aussi chez nous. Ça, c'est la technique de l'entretien de sortie à chaud et à froid. Je ne vais pas vous en dire plus pour respecter notre timing, mais il y a de nombreux outils simples, toujours simples, mais longtemps, qui participent de cette logique d'intégration. Loyauté, employabilité, communauté de métier, entreprise plateforme, horizon de l'archipel. Au total, en fait, ça dessine pour moi 3 modes de traitement des différences. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure. Il y a une première façon de faire avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, c'est de fermer la porte. Ou, pour le dire un peu différemment, c'est d'être toujours convaincu que son modèle est le bon pour toujours. Le papa de Billy qui n'arriverait pas à renouveler son regard par rapport à son fils. Un siège et une filiale, une capitale et la province. C'est un rapport dissymétrique, inégalitaire, entre le centre et les centres. Ça, c'est une perspective que je vous propose d'appeler avec moi monoculturelle. Dans le meilleur des cas, elle est universaliste. J'ai exercé sur toi, le jeune sauvageon, une contrainte, mais l'éducation a fait qu'aujourd'hui, je te parle d'égal à égal, universalisme. Deuxième perspective, évidemment que nous appelons pas de nos voeux l'impérialisme. Quoi qu'il arrive, tu seras pour toujours en dessous de ce que je suis. Ça, c'est une approche monoculturelle. On est pris par le filet de nos idées reçues et on n'arrive pas à se désengager de ce qu'on croit quand on le croit. Vous avez une deuxième perspective, c'est multiculturel. On vit côte à côte, mais on ne se connaît pas vraiment. Les marques que l'on rachète, les entités dont on se rapproche, les joint ventures, on travaille ensemble, mais on ne se connaît pas vraiment. On n'a même pas envie forcément de comprendre le rapport au temps, le rapport à l'espace ou à l'autorité de quelqu'un qui n'est pas comme moi. Puis la troisième perspective que nous appelons, j'en suis absolument sûr de nos voeux, c'est une perspective que je vous propose d'appeler interculturelle. Dans l'interculturalité, je vais citer, ça sera le mieux, je vais citer un homme qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, que nous connaissons tous, et qui a eu cette phrase que je trouve magnifique. À 99 ans, il nous a amené à penser « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. » C'est ce que je me souhaite tous les jours dans ma vie,
essayer de faire un travail sur moi de distanciation du regard pour aller chercher chez un jeune Thomas, pour aller chercher chez nos jeunes et nos moins jeunes des talents cachés ou inattendus qui existent dans nos équipes mais qu'on n'a pas toujours à côté de soi. Et puis pour vous remercier infiniment de votre attention et tendre la main vers l'échange, j'aime beaucoup conclure par ce petit clin d'œil. Faire de son entreprise une entreprise apprenante, c'est éviter le monoculturel, faire preuve de courage en évitant les idées reçues. Alors nous sortons des élections européennes, vous allez voir qu'il y a un lien pour moi. Au paradis européen, quand on sait toujours comment les autres fonctionnent, vous connaissez peut-être ça, et ça a particulièrement de l'écho dans une entreprise comme Axence qui se mondialise, c'est-à-dire qui va à la rencontre de différences de plus en plus aiguës. Au paradis européen, les Français sont les cuisiniers, les Italiens sont les amants, les Anglais font la police, les Allemands travaillent ensemble, et le tout est organisé par les Suisses. Ça, c'est quand on sait toujours comment ça se passe et à l'avance. Mais dans la vraie vie, dans l'expérience du travail, dans cet étonnement volontaire, le problème, c'est qu'on fait face parfois à l'enfer. Et l'enfer, c'est quand les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands font la police, les Français travaillent ensemble et le tout est organisé par les Italiens. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention et je me tourne vers Emmanuel pour qu'on puisse poursuivre notre échange et que je profite aussi des questions et des réponses. Merci beaucoup. Vous savez que mes étudiants, à la fin d'un cours, il leur arrive qu'ils m'applaudissent, mais vous savez comment ils font? Ils sortent leur portable, et sur le portable, il y a application applaudissement Brésil. Et là, je me dis, on change d'époque. Emmanuel, merci beaucoup. Une question sur la communauté de métier, oui. L'endogamie et la cooptation dans les entreprises. La communauté de métier me fait un peu penser au risque de clonage quand même, parce qu'on recommande ce qu'on est. Donc voilà, je voulais vous écouter sur ce triptyque. Ouais. J'ai défendu tout à l'heure, quand je disais Thomas rentre dans mon bureau et à ce moment-là, si je suis fatigué, tout me porte au mimétisme et à l'entre-soi, c'est-à-dire à trouver chez lui des qualités qu'on m'a données à moi il y a 15 ans. Ça va très vite en général. Et donc, ce que je défends et ce que j'ai défendu ce matin, c'est cette distanciation du regard nécessaire, c'est-à-dire que, en général, des gens intéressants, on le sait que plus tard, mais au début, ils nous étonnent. Et alors, particulièrement les gens talentueux. En général, nous n'avons pas d'équipe uniquement composée de talents, sinon ça serait la guerre des égaux. Ça se pourrait même être la guerre de tous contre tous. D'ailleurs, même s'ils sont excellents et différents, ça pourrait être de petites stars, inintéressantes. Troisième caractéristique, la générosité. Je ne suis pas certain, en fait, que le modèle de la communauté de métier, qui est un modèle, à mes yeux, de la compétition entre les êtres, voter un, voter deux, tout le temps, de ranking, de classement, favorise en fait une générosité en acte et la transmission longue et patiente du tour de main, des bonnes pratiques et coup d'œil. Donc pour moi, il ne s'agit absolument pas de dire, mais vous l'avez compris madame, qu'il n'y a pas de bon modèle. Il y aura, me semble-t-il, et c'est la complexité à prendre en compte aujourd'hui et demain, de plus en plus en fait l'imbrication des modèles d'organisation. Notamment chez certains jeunes qu'on observe, 18-30 ans. Vous en avez peut-être 5-7% qui souhaitent rentrer, parce qu'ils peuvent le faire aussi, dans ce type de communauté de métier. Et donc, d'ailleurs, ils sont assez lucides souvent. Ils nous disent, on va essayer d'être actionnaire de la boîte, mais au début, ça sera très difficile. Mais ils le savent très bien, et que ça sera âpre, rugueux, et que la compétition entre les êtres dans ce type d'organisation est farouche. Et puis, dans la même classe d'âge, 18-30 ans, vous avez des jeunes qui souhaitent rentrer en fait dans des organisations du type loyauté. Je rappelle toujours dans nos enquêtes que 40% des jeunes de 18 à 30 ans en France souhaiteraient rentrer dans la fonction publique. Je ne l'oublie jamais. 40% des jeunes de 18 à 30 ans souhaitent rentrer dans la fonction publique. Donc ça, c'est a priori l'ouverture vers un modèle plutôt loyauté. Sauf que la grosse différence avec moi, c'est que moi à 18h30, je souhaitais que nos équipes restent et que je reste avec elles. Mais aujourd'hui, on peut penser que le passage du « ou » au « et » de la pyramide à autre chose, et vous le voyez bien, nous le sentons bien, les personnes vont nous dire « dites donc, et moi à 17h ou à 18h ou à 19h, j'ai autre chose à faire, j'ai plusieurs vies à vivre et en même temps ». Et donc, je vais défendre ça. Il va y avoir, me semble-t-il, une coexistence à prendre en compte de plus en plus forte,
et se méfier beaucoup des idées reçues qui consistent, par exemple, à penser que dans la communauté de métier, c'est le fait de bâtir des petits toboggans comme ça, des espaces pour le bowling ou le billard, qui vont favoriser un climat social meilleur. Je ne le crois nullement. Je crois beaucoup plus, en fait, à la capacité d'un manager ou d'un dirigeant de s'étonner, en fait, de ses propres pratiques, de créer des espaces de parole pour que les personnes se disent et nous disent « voilà comment je te vois, voilà à mon avis comment on peut progresser ensemble ». Et ça participe pour moi d'une progression dans le temps long des ressources humaines. Voilà, je réponds très rapidement, je m'en excuse madame, mais le modèle de la communauté de métier n'est en rien, à mon avis, un modèle favorable et plus favorable que les autres pour créer de la valeur, perpétuer la dimension du lien social et d'une certaine manière même attirer à soi des jeunes supposés différents de nous. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Lisez, hein, vraiment j'insiste parce que moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre la société en mouvement. Lisez Michel Serres dans son livre Petite poussette sur les adolescents, c'est formidable. C'est 1h30 de lecture. C'était mieux avant, le livre d'après. Et puis je vous invitais aussi à lire Philippe Diribarne, La logique de l'honneur. Voilà, j'en profite, hein, Emmanuel, parce que la vérité est souvent dans les livres et dans le temps long, en fait. Moi, le premier, je m'aperçois que je lis plus que 3 lignes sur une actualité et je suis dans ce mouvement d'accélération, d'ailleurs, qui participe aussi de cette réflexion sur la communauté de métier. L'instantanéité et, d'une certaine manière, l'absence de pensée plus longue de transformation des choses. Oui, il y a une question. Monsieur. Ah, pardon. Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle de passion où les gens viennent dans l'entreprise parce qu'ils sont passionnés par ce que l'entreprise fait? Est-ce que ça pourrait être un modèle oui. qui ne serait pas la loyauté? Oui, ça pourrait être un modèle artisanal en petite communauté. Tu vois, je pense à ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a une intelligence de la main. Pourquoi artisanal? Pourquoi petite communauté? Parce que je pense que c'est en petit nombre, en fait, qu'on perpétue la chaleur de la relation. Hein, c'est d'abord ça que je crois. Puis après, pourquoi petite communauté? Parce qu'il y a l'idéal aussi du compagnonnage. C'est-à-dire que, puisqu'on a dans ces petites communautés quelqu'un qui transmet et qui a l'amour de la transmission, je vais apprendre de lui. Et je sais que si je dois rester longtemps. C'est pour ça que je disais plutôt, vous voyez, petite communauté, pour ne pas courir le risque de l'anonymat, pour ne pas courir le risque du grand paquebot, dans lequel, à terme, il peut arriver qu'on ait le sentiment d'avoir de plus en plus de choses à faire, en ayant un sentiment même d'accélération. Je dirais même notre espace temporel se contracte. On a de plus en plus de choses à faire. Mais le problème, c'est qu'on a de plus en plus de gens à qui on explique ce qu'on fait. Tableau de bord, critères de mesure, indicateurs de progrès. Notre espace temporel se contracte et notre espace social se dilate. Et là, on passe du petit, la communauté vivante, hein, à quelque chose qui est un grand risque, je pense, dans toute forme de structure. L'anonymisation et d'une certaine manière la perte de sens. Je suis clair quand je vous exprime ceci? Oui, c'est intéressant. Et ça me fait penser au modèle de l'archipel. Je ne connais pas d'archipel de grandes îles. Exactement. Par contre, je connais des univers dans lesquels on fait des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Je vais aller un tout petit cran plus loin, puis après je m'arrête pour que je puisse bénéficier. J'ai décidé de rester ici et profiter de vous de ce travail formidable. Mais c'est l'imaginaire du bricolage aussi, hein, soyons clairs, je l'ai peu évoqué. Dans une approche classique, les expatriés transfèrent dans les pays dans lesquels on les envoie un savoir-faire technique important, pensé au siège. Puis ensuite vient le temps des impatriés. On identifie localement des talents et on les fait venir au siège. Ça, c'est les impatriés, deuxième temps de la rencontre. Aujourd'hui, on a dans nos familles, dans nos équipes, des personnes qui parlent dans une langue à la maison, parfois dans 2 langues à la maison, qui travailleront dans une 3e langue et qui élèveront demain leurs enfants dans une 4e ou une 5e. C'est ça l'archipel. C'est ça, en fait, le bricolage entre culture d'origine, au pluriel, culture du pays d'accueil, au pluriel, et culture d'entreprise, au pluriel. C'est ça que j'appelle de mes voeux. Et que la perspective qui est la nôtre, à mon avis, vous voyez, nous amène peut-être, j'insiste là-dessus, c'est à ces voyages entre les pôles, entre ces 3 pôles au moins. Je suis plus clair quand je vous exprime ça. C'est un magnifique enjeu. Hein. C'est comment quelqu'un qui va avoir, d'une certaine manière, plusieurs pôles d'identification, plusieurs types de cultures héritées, va pouvoir être reconnu assez tôt, assez vite, dans son parcours de vie. C'est un enjeu de société magnifique, mais c'est ce que j'appelle un enjeu interculturel. Hein. Je ne te transforme pas en ce que je suis,
Mais toi, différent, au début un peu étrange, parfois même un peu inquiétant, tu m'amènes à mieux me connaître et mieux me comprendre. Et à ce moment-là, je me transforme. C'est ça aussi que je vois, moi, dans cette perspective de l'archipel. Écoutez, merci beaucoup.